Merci d'être avec nous sur HAL24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 26 juillet. Les pays du G7 réunis en Allemagne sur fond de conflit russo-ukrainien et ses répercussions, ils tentent d'assainir un coup fatal à l'économie russe qui tient le coup malgré les nombreuses sanctions occidentales. Drame de Melilla, la répression des forces marocaines aura fait au moins 23 morts. Des voix s'élèvent au Maroc, notamment pour réclamer une enquête approfondie au lendemain de cette tragédie. Le monde célèbre ce dimanche la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture sur fond de hausse des cas de torture. Focus dans ce journal sur la prison de Guantanamo. Et Jeux méditerranéens d'Oran, après une cérémonie officielle ayant tenu toutes ses promesses, les athlètes investissent le terrain dans les différentes compétitions. Première journée et déjà 2 médailles d'or et une en argent pour l'Algérie. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 26 juin. Faire plier l'économie russe, véritable casse-tête chinois pour les membres du G7 en conclave dans la région de Bavière, en Allemagne. En effet, le G7 tente par tous les moyens de contrer Poutine alors que l'économie russe affiche toujours plus de résistance face aux multiples trains de sanctions occidentales. Dernière trouvaille, la perspective d'un plafonnement des prix du pétrole. Reddin Batash. Tous contre un et un contre tous. Réunis en Allemagne, les mousquetaires du G7 adressent un message d'unité au président russe Vladimir Poutine. C'est du moins la version officielle. Je suis très confiant dans le fait que nous parviendrons à envoyer un signal très clair d'unité et d'action résolue à l'occasion de ce sommet. Mais derrière la symbolique de cette communication de circonstance, la réalité est tout autre car la crise économique se propage dans une bonne partie de l'Europe, telle une pandémie ravageuse. L'énergie, le commerce et l'industrie sont en panne. Malgré 6 trains consécutifs de sanctions sur le rouble, le pétrole, la marine marchande ou encore les matières premières, l'économie russe ne chavire pas. Elle affiche une résilience à toute épreuve. Il y a comme un grain de sable dans la machine dissuasive des anciens maîtres du monde. Que décider alors en Bavière, si ce n'est rajouter de la sanction à la sanction? C'est encore une fois de l'oncle Sam que jaillit la lumière occidentale. Les États-Unis proposent un plafonnement des prix du pétrole chez les pays exportateurs, le price cap, disent-ils. Il sera toutefois dur à faire avaler à certains gros consommateurs de pétrole comme la Chine ou l'Inde. Selon l'agence Bloomberg, un accord de principe aurait déjà été trouvé autour de cette mesure. Du côté de la France, c'est un autre son de cloche qui retentit en Allemagne. Il faudrait, selon Emmanuel Macron, plafonner les prix du brut au niveau des pays producteurs et mettre le curseur sur l'OPEP+, en vue d'entamer des négociations dans ce sens. Une mesure toutefois jugée trop complexe, car l'hiver approche et les stocks énergétiques sont bien entamés. Il y a urgence à l'ouest. À noter que Washington, Ottawa et Londres ont déjà interdit les importations de pétrole russe, tandis que Bruxelles a décidé d'un embargo qui sera totalement appliqué à la fin de l'année en cours. Et les dirigeants du G7 pourraient annoncer à l'issue de leur rencontre l'interdiction de l'or russe dans le but de priver la Russie de milliards de dollars. C'est ce qu'a révélé le président américain Joe Biden dans un tweet. Et toujours à propos du G7, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé ce dimanche à Munich, en Allemagne, pour le sommet du G7. Il sera rejoint par son homologue sénégalais Macky Sall. Les deux chefs d'État ont été invités à prendre part aux discussions sur la manière d'établir un partenariat pour une transition énergétique juste, en s'inspirant du cadre sud-africain annoncé lors de la COP26 à Glasgow et toujours en cours de négociation.
Et pour évoquer ce sommet du G7, nous avons comme invité aujourd'hui Nazim Sini, professeur en économie à l'université Aix-Marseille. Monsieur Sini, bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu, le G7 est en passe de décider un plafonnement des prix du pétrole, en plus de restrictions sur les métaux précieux. Jusqu'où peut aller, selon vous, le déni de réalité occidentale concernant les sanctions ? Écoutez, vous l'avez très bien rappelé dans votre reportage, vous savez, le déni de ces sanctions a vite fait de rattraper les Occidentaux qui sont en panne de créativité et d'imagination puisqu'ils sanctionnent constamment la Russie mais sans la faire plier pour autant. Sachant que l'économie russe est une économie assez résiliente, qui a encore des relais de croissance à faire valoir. Le pétrole russe continue à se vendre auprès de partenaires comme la Chine. Mais surtout, si vous voulez, ces sanctions-là, les trains de sanctions qui ont été décidés par l'ensemble des pays occidentaux, est en train de se retourner contre ces pays-là, puisque nous assistons à une sorte d'inflation importée dans l'ensemble de ces pays, avec un risque véritablement d'explosion sociale. Puisque la crise énergétique s'est invitée au sommet du G7, il faut absolument que ces pays-là trouvent une solution très rapidement, surtout à l'approche de l'hiver et aussi en observant une diminution des stocks énergétiques. Oui. Monsieur Sini, on annonce du côté de l'Allemagne un plan d'investissement de 600 milliards de dollars pour contrer la progression de la route de la soie. Quel est votre avis là-dessus ? Écoutez, on assiste toujours à cette fameuse rivalité entre l'Est et l'Ouest. Et malheureusement, le théâtre de cette rivalité économique va être l'Afrique. Et c'est ça qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui, les pays du G7 veulent absolument contrer la Chine et l'hégémonie chinoise dans certains continents et certains pays, notamment en Afrique. Et c'est là où je pense que le continent africain doit faire valoir sa souveraineté, mais aussi se rassembler pour dire aujourd'hui, nous ne sommes plus un théâtre d'affrontement commercial entre deux puissances, à savoir les États-Unis d'un côté avec les Occidentaux et les Chinois de l'autre. Et si vous voulez, ce plan qui a été décidé sous couvert d'aide au développement n'est autre qu'une volonté d'accéder au marché africain, à ses ressources minières et surtout aux matières premières. Oui, merci beaucoup en tout cas Nazim Sini pour votre éclairage. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes professeur en économie à l'université Aix-Marseille. Et dans le même sillage, des milliers de manifestants se sont rassemblés hier à Munich contre la tenue du sommet du G7 dans la région, exhortant ses dirigeants à faire davantage pour le climat. Environ 4000 personnes selon la police et 6000 selon les organisateurs se sont réunis à l'appel d'une quinzaine d'ONG de défense de l'environnement et de la lutte contre les inégalités. Et en Espagne, des milliers de personnes ont manifesté dans la capitale Madrid contre l'OTAN avant son prochain sommet prévu du 28 au 30 juin. La manifestation a été initiée par des organisations non gouvernementales de gauche et communistes sous le slogan « Pour la paix, non à l'OTAN ». Les représentants des organisations espagnoles qui ont organisé la manifestation ont décrit le sommet de l'OTAN qui se tiendra à Madrid comme un sommet pro-guerre. Dans l'actualité également, je vous en parlais en titre, après avoir représenté son pays au sommet du G7, le président indonésien Joko Widodo entame un périple en Russie et en Ukraine pour tenter d'une médiation entre les deux antagonistes et étudier les répercussions économiques et humanitaires de l'opération russe. Amin Touta. Dans un contexte de mouvements diplomatiques intenses pour arrêter le conflit, le président indonésien Joko Widodo emboîte le pas à Kiev et à Moscou dans le cadre d'une mission de médiation entre les deux pays. Le programme de la visite inclut une rencontre avec les deux présidents russes et ukrainiens Vladimir Poutine
et Volodymyr Zelensky. La visite du chef d'État indonésien s'enchaîne avec le rendez-vous du sommet G7 en Allemagne et constitue une première pour un dirigeant asiatique depuis le début des opérations militaires russes le 24 février passé. Pour rappel, l'Indonésie avait invité la Russie à prendre part au prochain sommet du G20 à Bali. Cette démarche a suscité une polémique au sein des pays occidentaux, voulant isoler Moscou par des sanctions économiques et un embargo financier. Outre l'enjeu géopolitique de la visite, le président Widodo tente à travers son escale dans les deux pays de trouver une issue à la crise alimentaire mondiale engendrée par le conflit en cours et la flambée des prix de produits de première nécessité. Sur le terrain, les chances d'aboutir à un cessez-le-feu et une reprise des pourparlers restent minimes en raison des accusations mutuelles entre Kiev et Moscou et l'appui militaire occidental à l'Ukraine. Un appui jugé par la Russie comme un facteur majeur pour faire perdurer le conflit. Et la capitale de l'Ukraine, Kiev, s'est de nouveau réveillée ce dimanche à l'aube avec des bombardements sur un quartier proche d'une usine d'armement déjà touchée ces dernières semaines. Un immeuble d'habitation aurait été touché. C'est la troisième fois depuis le début de l'opération russe en Ukraine que ce quartier est visé par des missiles. Coopération algéro-turque à présent. Le vice-président de Turquie, Fuat Oktay, a affirmé qu'Ankara souhaitait signer un accord de libre-échange ou un accord commercial préférentiel avec l'Algérie, un accord qui favoriserait un partenariat gagnant-gagnant. En marge de sa visite à une aciérie turque à Oran, le vice-président turc a souligné que les investissements turcs en Algérie s'élevaient à 5 milliards de dollars, rappelant que plus de 1400 entreprises turques actives en Algérie, elles emploient plus de 30 000 travailleurs algériens. Et puisqu'on parle de coopération algéro-turque, le voilier école italien Palinuro a accosté à Oran pour une escale de 2 jours dans le cadre de la coopération algéro-italienne. À bord de ce navire, sous le commandement du capitaine Francesco Rima, se trouvent des matelots stagiaires dans le cadre d'une formation à la voile. Une visite de courtoisie à l'équipage du navire et aux étudiants stagiaires a été effectuée par la ministre de l'Intérieur italienne, la Mogherese Luciana, accompagnée de la secrétaire d'État au Conseil des ministres chargée des Sports, Maria Valentina Vizzali, et de l'ambassadeur adjoint d'Italie en Algérie, Antonio Politi, un équipage venu également soutenir sa délégation aux Jeux méditerranéens d'Oran. Je vous en parlais en titre, drame de Melilla, la liste des morts s'allonge. Plus de 20 migrants en situation irrégulière en péri lorsque près de 2000 d'entre eux ont tenté de pénétrer par la force vendredi dans l'enclave espagnole. Les témoignages font état de répression d'une extrême violence de la part des autorités marocaines. Tinhinan Makassi. Les images sont choquantes et brutales, ressemblant à des scènes de films d'horreur hollywoodiens. Des centaines de blessés graves sont abandonnés, poings et pieds liés gisant au sol, alors que la liste des morts ne cesse de s'allonger. C'est une répression sans précédent à laquelle se livrent les autorités marocaines sur près de 2000 migrants africains qui tentaient de franchir par le poste frontalier de Melilla les territoires espagnols. Comble de l'inconvenance, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez affirme que ces tentatives de passer la frontière de son pays sont une attaque contre l'intégrité territoriale de l'Espagne, justifiant la guerre contre l'immigrant. Ce scandale migratoire dévoile de manière flagrante les raisons du retournement de Pedro Sánchez, un troc entre les deux pays. Ces événements ne sont pas un cas isolé, puisque ce n'est pas la première fois que les autorités du Maroc se font le gendarme de l'Europe. Pour rappel, en 2005 déjà, entre le mois d'août et d'octobre, près d'une vingtaine de candidats à la migration illégale ont trouvé la mort à Melilla, sous les bâtons des forces de l'ordre marocaines.
Dans les jours qui ont suivi, des rafles et des déportations de centaines de migrants ont été organisées. Cela dit, les politiques migratoires marocaines sont à double visage puisqu'elles lui servent aussi de moyen de pression diplomatique, comme ce fut le cas à Ceuta en mai 2021. La crise migratoire est une calamité du continent africain, en particulier dans la région subsaharienne. Enlisée dans un abcès sécuritaire exacerbé par les interventions étrangères, la question qui reste à se poser, combien de vies africaines le Marzen va-t-il encore sacrifier pour satisfaire les caprices de l'Union européenne et dans la foulée garantir sa souveraineté sur les territoires sahraouis? Et des voix s'élèvent au Maroc pour réclamer une enquête approfondie au lendemain de cette tragédie survenue lors d'une tentative, je vous le rappelle, d'entrée massive dans l'enclave espagnole de Melilla, située en territoire marocain, tandis que l'Espagne a dénoncé avec force des mafias et une attaque contre son intégrité territoriale. Ce qui s'est passé le vendredi 24, c'est une première donc en Nador et je pense partout au Maroc. Donc un bilan très lourd, donc 27 migrants donc morts et beaucoup donc de blessés, graves. Donc c'est un bilan du jamais vu donc au Maroc et à Nador ici et qui met en évidence, si vous voulez, donc le vrai contenu donc des politiques migratoires marocaines et espagnoles. Direction la Libye à présent où le Conseil présidentiel se dirige vers un projet qui consiste à ouvrir la voie à des élections générales en Libye. L'annonce vient d'être faite par le représentant du Conseil, Abdallah Al-Alafi. Elle sera mise en route jeudi prochain. Leïla Gertal. Le Conseil présidentiel libyen, qui supporte le projet consistant à ouvrir la voie à des élections générales en Libye, vient de dévoiler la date de lancement de la vision stratégique du projet de réconciliation nationale au terme des travaux des commissions créées à cet objectif. Le Conseil, contre toute attente, a déclaré que l'opération sera effectuée jeudi prochain, qui sera suivie aussi d'une conférence de presse en marge de la cérémonie de lancement du projet à Tripoli, où siège justement le Haut Commissariat à la réconciliation. Le représentant du Conseil présidentiel, Abdullah Al-Lafi, a rencontré Aguila Salah, président du Parlement, et l'a informé du projet de réconciliation nationale. Les deux hommes semblent plutôt sur la même longueur d'onde concernant la redynamisation du processus de sortie de crise. Et ce n'est certainement pas un hasard que ces contacts et effets d'annonce se fassent au moment où les deux hommes, Aguila Salah, président du Parlement, et Khaled El-Meshri, le président du Haut Conseil d'État libyen, aient répondu à l'invitation de Stephanie Williams pour un nouveau round des négociations. Instance en Afrique ou en République démocratique du Congo, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier à Kinshasa pour soutenir les forces armées aux prises avec les rebelles accusés d'être soutenus par le Rwanda. La marche a été organisée par le mouvement citoyen congolais qui sont opposés au projet donc décidé par les chefs d'État de l'Afrique de l'Est. Les hommes seront sous commandement kényan. Dans l'actualité également, le Gabon et le Togo ont rejoint hier le Commonwealth, devenant ainsi les dernières nations sans lien historique avec le Royaume-Uni à entrer dans le club anglophone dirigé par la reine Elisabeth II. Le Commonwealth qui est composé de 54 pays, dont la plupart sont d'anciennes colonies britanniques, a accepté la demande d'adhésion du Togo et du Gabon au dernier jour de son sommet au Rwanda. Ces deux pays francophones d'Afrique de l'Ouest sont les premiers nouveaux membres à rejoindre le Commonwealth depuis le Rwanda en 2009. En France, à présent, le président français Emmanuel Macron a confirmé lors d'un entretien accordé hier à l'agence France Presse sa confiance à Elisabeth Borne et a chargé la première ministre de conduire de nouvelles consultations de groupes parlementaires pour former un gouvernement d'action début juillet prochain. Réélu il y a 2 mois sans majorité absolue, le président français a d'ores et déjà écarté la possibilité d'un accord avec le RN et LFI, Souila Akilal.
Un nouveau gouvernement d'action début juillet avec Elisabeth Borne à sa tête. Réélu il y a 2 mois sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, le président français Emmanuel Macron a annoncé confirmer sa confiance à la première ministre Elisabeth Borne pour mener l'action du gouvernement dans la durée. La chef du gouvernement français Elisabeth Borne, dont le sort faisait l'objet de spéculations, ne quittera finalement pas Matignon. Elle a été missionnée de présenter en fin de semaine prochaine une feuille de route pour le gouvernement de la France sur les prochains mois et les prochaines années, et des propositions pour un nouveau gouvernement d'action. Sa mission consiste notamment à sonder les groupes politiques à l'Assemblée sur un accord de gouvernement, leur participation même à un gouvernement, leur position sur le vote de confiance à Elisabeth Borne et aussi sur le vote du budget de l'État à l'automne prochain. À la recherche de renforts, le président français a précisé que le prochain gouvernement pourrait être rejoint par des représentants de forces politiques prêtes à coopérer avec la majorité. Il a néanmoins écarté la possibilité d'un accord avec le Rassemblement national et la force insoumise. Malgré son revers aux élections législatives, Emmanuel Macron n'a pas renoncé à sa réforme des retraites, visant à travailler plus longtemps en tenant compte des conditions de travail et des carrières longues. Un premier cycle de consultation a eu lieu cette semaine. Emmanuel Macron a tendu la main aux groupes politiques de l'Assemblée, leur demandant de dire jusqu'où ils étaient prêts à aller pour répondre aux urgences et gouverner, une demande restée jusqu'ici lettre morte. Je vous le disais en titre, le monde célèbre ce dimanche la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture sur fond de hausse de cas de torture qui constituent des crimes contre l'humanité en raison de l'impunité dont jouissent les auteurs de ces pratiques inhumaines interdites par les lois et chartes internationales. Focus dans ce journal sur la prison de Guantanamo où torture et autres détentions illégales sont monnaie courante. Place à présent aux Jeux méditerranéens d'Oran qui ont été déclarés ouverts hier après une cérémonie d'ouverture qui a tenu toutes ses promesses dans le nouveau stade de la ville archi-comble où l'histoire de l'Algérie et sa valeur dans la Méditerranée ont été mises en exergue à travers de nombreuses performances musicales et de danse. Le coup d'envoi officiel de cette 19e édition a été donné par le président algérien Abdelmadjid Tebboune en présence de personnalités de marque, à leur tête l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, invité d'honneur de cette édition, ainsi que le vice-président turc Fouad Oktay. Et puis, à noter que Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, l'émir de l'État du Qatar, a tweeté hier, après la cérémonie d'ouverture, remerciant le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour son invitation. À noter également que les pendules des capitales méditerranéennes ont été réglées hier soir sur le fuseau oranais. Plusieurs médias du monde avaient les yeux rivés sur la cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran. Des retransmissions en direct de la soirée ont été faites par plusieurs chaînes télé du monde entier. La chaîne TRT turque et France Télévisions ont souligné notamment l'ambiance qui régnait, l'ambiance de folie qui régnait, et les gradins du stade olympique d'Oran qui étaient archi-combles. Quant à beIN Sport, la soirée d'ouverture des JM était tout simplement fabuleuse. Et on vient de le souligner, donc la cérémonie d'ouverture a tenu toutes ses promesses. Elle a été qualifiée de grandiose. Le public a été ravi par le spectacle d'Oran. Salah Faisal. La 19e édition des Jeux méditerranéens vient d'être déclarée officiellement ouverte à l'issue d'une magnifique cérémonie d'ouverture au nouveau stade olympique Miloud Hatfi. Une cérémonie d'ouverture présidée par le président d'Algérie Abdelmadjid Tebboune. En présence de personnalités éminentes, à leur tête l'émir de l'État du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, invité d'honneur de cette édition.
أعلن رسميا عن افتتاح الطبعة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022. La radieuse Oran nous a fait vivre un moment de joie, une ouverture historique, un public au nord, des invités de marque, du vice-président turc, M. Fouet Oktay, de la ministre italienne de l'Intérieur, Luciana Lamorgese, et du secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Nasser Kamel. Le sélectionneur d'Algérie de football, Djemal Belmadi, était présent. La cérémonie signée par Salim Dada était illustrée notamment par un sol recouvert de diodes lumineuses, donnant un effet visuel grandiose. Oran et son patrimoine, Ahmed Wahbi, Cheb Hasni. Toutes ces promesses dans le nouveau stade de la ville archi-comble, au cours de laquelle l'histoire de l'Algérie et sa valeur dans la Méditerranée ont été mises en exergue à travers de nombreuses performances musicales et des spectacles. De la chorégraphie, de la mise en scène et de la scénographie. L'orchestre symphonique composé d'une centaine de musiciens. En plus d'un spectacle son et lumière et des jeux pyrotechniques. La présentation artistique de la cérémonie d'ouverture comprenait 20 tableaux avec la participation de 800 personnes, dont des artistes, des danseurs, des graphistes et des éclairagistes. La date choisie des Jeux méditerranéens coïncide avec le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Le moment culminant de la soirée est arrivé. Un spectacle pyrotechnique, plus que 500 drones, 500 étoiles et des tableaux splendides dans le ciel, de l'Oranais, des images éblouissantes. Allez, restons à Oran pour retrouver notre envoyé spécial Salah Faisal et évoquer les résultats de cette première journée de compétition. Faisal, bonsoir. Bonsoir Abdelkader. Alors Faisal, l'Algérie n'aura pas attendu longtemps pour décrocher le vermeil. Oui, bien sûr, c'était prévisible. On a parlé hier avec Fatma. L'Algérie va rentrer fort dans cette compétition. C'est le premier jour de la compétition pour l'Algérie. 11 disciplines étaient au programme d'aujourd'hui. Parmi ces compétitions, le karaté, le kumité, il y avait 10 finales et quand on parle de finale, on va certainement parler de médailles. Sia Week-end a remporté la première médaille d'or pour l'Algérie, 50 au poids de 50 kg. Et Louisa Abourich, elle a aussi remporté une autre médaille d'argent. Et on a 2 qualifiés pour la finale quand il s'agit de la liste. Les finales se joueront demain. Et il s'agit Faisal, malheureusement, nous devons nous quitter. Donc, pour résumer, la moisson du jour fait état de 3 médailles d'or pour les Algériens. Vous confirmez donc? Non, 2 médailles d'or, 1 médaille de bronze. Et l'Algérie, elle est au premier rang du tableau de classement général. Très bien. À noter aussi une victoire en football puisque l'Algérie a battu l'Espagne 1-0. Merci beaucoup Faisal Salah pour d'avoir été en direct avec nous depuis Oran. Faisal qui suit pour nous cette compétition quotidiennement. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez sur Al24 News. Excellente fin de soirée.